Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Musicien Stratégique qui pourrait s'appeler aujourd'hui les enseignants ou enseignantes stratégiques puisqu'on va surtout parler de pédagogie. Mathieu Boucher, présent, toujours heureux de philosopher pour vous en solo dans le micro. Salut Mathieu! On poursuit notre exploration des stratégies d'enseignement qu'on dit davantage centrées sur l'élève par opposition à une approche plus directive, qu'on qualifie souvent de maître-élève. On a abordé ceci indirectement, en fait, au début de la saison avec le développement des habiletés d'autorégulation, en évoquant des questions pouvant aider à stimuler l'autorégulation de l'élève pendant la leçon. Ceci pour vous permettre ensuite d'intervenir sur ce que vos élèves pensent de leur jeu, ce qui peut, à moyen et long terme, être beaucoup plus payant pédagogiquement que d'intervenir directement sur le jeu de l'élève. On a aussi vu dans la première saison le rôle de certaines questions clés pour stimuler la réflexion de l'élève pendant la leçon. Ce que je vous propose ici concerne davantage l'enseignement de nouveaux concepts ou encore la correction d'erreurs dans le jeu de l'élève. L'autorégulation, est vraiment importante à acquérir pour l'élève, mais une fois seul, l'élève peut disposer seulement de ce qu'il comprend déjà ou de ce qu'elle comprend déjà pour travailler. Par exemple, si l'élève n'a jamais entendu parler du concept de rubato, il ne découvrira pas par lui-même ou par elle-même le rubato en travaillant à la maison. Il faut lui faire découvrir, lui enseigner et le ou la lui faire expérimenter. Ça frisait l'exercice de diction, cette phrase-là, mes amis. On va donc utiliser une séquence d'enseignement qui aura deux buts, en plus de celui évident que l'élève apprenne quelque chose. D'abord, on va procéder en tentant d'amener l'élève à découvrir ce qu'on veut lui enseigner plutôt que de lui expliquer directement. Découvrir non pas dans le sens de regarder passivement l'élève tenter de comprendre seul la notion, mais bien de lui faire entendre l'effet de quelque chose ou ressentir quelque chose dans un mouvement avant que l'explication verbale ou technique survienne. On va viser ici un principe de son ou expérimentation avant explication. Ensuite, on va s'assurer par différents moyens de vérifier ce que l'élève a bien compris la notion souhaitée. Donc, faire découvrir quelque chose à l'élève et ensuite s'assurer de vérifier sa compréhension. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de discuter tout de suite des critiques formulées envers cette approche dite centrée sur l'élève ou approche plus réflexive. Cette approche, donc, réflexive qui vise la découverte de l'élève et, entre autres, la vérification que l'élève a bien compris. D'abord, il y a les critiques que je pourrais qualifier de publiques. Oui, il y a des critiques parfois assez fortes dans le milieu de la recherche sur les approches dites centrées sur l'élève. Et certaines personnes semblent construire leur carrière sur le fait de détruire cette approche. J'ai longtemps lu leurs arguments, d'abord en tentant de rester calme, puisque j'y crois à cette approche, mais sans jamais arriver à mettre le doigt sur ce qui clochait, selon moi, dans le raisonnement, ou à tout le moins à l'application de leur raisonnement dans l'enseignement instrumental. Et j'ai fini par trouver, pas nécessairement la solution en majuscule, mais du moins une perspective qui me permettait de comprendre leurs arguments sans pour autant renoncer à mes convictions. Amener les enfants à trouver quelque chose par eux-mêmes a été fortement critiqué puisque, évidemment, ça prend du temps. On déplore aussi parfois les efforts assez importants des enseignants pour faire comprendre, pour amener l'élève à découvrir quelque chose par lui-même ou par elle-même, tout ça pour ne surtout pas expliquer une notion directement. Là où je suis complètement d'accord avec ces critiques, c'est quand on prend de grands détours pour expliquer, par exemple, que 2 plus 2 égale 4. Expliquer directement, donc de façon directive, les principes de l'addition ou de la multiplication en mathématiques
va probablement, assurément, prendre moins de temps que l'organisation d'activités visant à ce que l'élève comprenne de lui-même ou par elle-même que 2 plus 2 égale 4. Je me permets aussi une petite caricature en disant que je doute fort que les enfants finissent par réaliser par eux-mêmes. Diantre, je réalise que les mots au pluriel prennent un S à la fin, sauf les noms finissant en OU comme hibou, chou, genou, coucou, pompidou et tourlou. Très bien, Saralus, Maëve, Claire. Tu peux aller te rasseoir. Probablement plus rapide d'expliquer les règles de français et de mathématiques de façon directive. Et c'est là qu'arrive la nuance qui m'a réconcilié avec ces critiques. Est-ce qu'il y a une seule façon de réussir un beau bateau? De bien phraser une phrase ou de rendre une valse plus dansante? Avez-vous déjà essayé d'expliquer à un élève le concept de rubato par texto? Si j'avais à expliquer le concept de rubato à un élève, je pense que je commencerais par lui envoyer 3 ou 4 bons enregistrements de pièces de Chopin en lui suggérant de faire attention aux variations de tempo de l'interprète. Et on en parlerait au cours suivant. Et justement, au cours suivant, je commencerais par lui demander de me décrire ce qu'elle a remarqué et comment elle m'expliquerait ceci si j'étais son élève. À partir de là, j'ai 16 impressions sur ce que je veux lui faire comprendre et je peux poursuivre mes explications en reprenant ces mots, les mots que l'élève a elle-même utilisés. Un autre exemple. Je vais expliquer directement à mon élève qu'il y a 3 temps par mesure dans un 3-4, mais je vais procéder par la découverte pour faire comprendre comment bien jouer un menuet baroque en 3-4. Je ne suis pas du tout un expert de l'enseignement des mathématiques et du français, je vais donc laisser les chercheurs dans ce domaine faire le travail pour préciser tout ça, mais ce dont je suis certain, c'est que contrairement aux règles de mathématiques et de français, la musique a beaucoup de nuances, beaucoup plus de nuances que de règles, et que plusieurs résultats peuvent être bons en musique, contrairement à l'équation 2 plus 2 égale 4 ou l'exigence de mettre un S au pluriel de la plupart des mots. On serait donc mieux d'amener l'élève à expérimenter son jugement le plus souvent possible pour le raffiner, plutôt que d'enseigner des règles, du moins en musique. Tout ceci donc me réconcilie avec les critiques formulées envers une approche pédagogique en quoi je crois beaucoup. En terminant sur ce point, mon principal contre-argument pour le maintien de l'approche centrée sur l'élève en musique est, selon moi, plus évident et plus simple. C'est que dans l'apprentissage instrumental, on est souvent seul avec l'élève. Ça recommence. Sur quoi d'autre voulez-vous vous centrer? Il t'a dit de te calmer le médecin, là. Le monde, il centre sur ce que tu dis, là. Continue, là. La deuxième forme de critique que j'ai souvent reçue pour cette approche, je ne la qualifierais pas de privée, contrairement aux critiques publiques qu'on peut lire, mais ce sont des critiques qui viennent du terrain. À court terme, une approche plus centrée sur l'élève prend du temps, je l'avoue, et il est fort possible qu'on ne puisse pas aborder toute la matière qu'on prévoyait aborder dans un cours en procédant de la sorte, puisqu'on va devoir respecter le rythme d'apprentissage de l'élève. Donc oui, procéder par découverte prend du temps, mais ça peut développer chez l'élève une curiosité, une volonté de chercher par elle-même qui va être gagnante à long terme. Procéder tout le temps de façon directive peut malheureusement amener l'élève à développer plutôt une passivité à long terme qu'on ne souhaite pas du tout. Et ensuite, terminer chaque séance d'apprentissage par un retour sur la matière pour nous assurer que l'élève a bien compris prend du temps aussi, du temps qu'on pourrait passer sur la pièce ou l'exercice suivant dans notre plan de cours. Malheureusement, si l'élève n'a pas très bien compris ce qu'on voulait expliquer, la vraie perte de temps va survenir pendant tout le reste de la semaine de travail, ce qui est selon moi beaucoup plus dommageable que le temps perdu, entre guillemets, durant la leçon pour s'assurer que l'élève a compris. Allons-y maintenant pour une présentation de séquences pédagogiques centrées sur l'élève pour aborder 2 situations assez fréquentes dans l'enseignement, un nouveau concept théorique et une erreur d'exécution pendant une prestation que l'élève ne réalise pas.
Attention, présentation de séquences pédagogiques centrées sur l'élève pour aborder 2 situations assez fréquentes dans l'enseignement. 1. Nouveau concept théorique. 1. Erreur d'exécution pendant la prestation que l'élève ne réalise pas. T'en avais long à dire, mon garçon. Commençons d'abord par l'explication de nouveaux concepts théoriques. Je parle ici d'une nouvelle indication, entre autres, ou d'un nouveau symbole dans la partition. Traditionnellement, on irait avec l'idée de d'abord présenter le concept dans la partition. Tu vois, ici, Rosalie, on a le mot arrêté dans la partition. Oui. Ceci veut dire ritardando en italien Ritardando. et ça veut dire de ralentir. Ah. Voici un exemple. Exemple. L'enseignant ou l'enseignante joue alors la mesure avec le retardant. Oups, excusez, des fois j'étais un peu Ritardando. trop facile, OK? L'élève le répète ensuite quelques fois. On demande « As-tu bien compris? » Ouais. L'élève fait oui de la tête. C'est génial. Je pense que je viens de comprendre. Et on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut le refaire? On passe à autre chose. Ah, OK. Ça peut très bien avoir fonctionné pour vrai. Rosalie a peut-être réellement compris la notion Oui. et jouera désormais tous ses ritardando de façon magistrale pour le reste de son existence. Un ritardando est peut-être un exemple un peu simple. Ça devient plus complexe, par exemple, quand on parle de jouer plus fort les mesures qui sont dans l'harmonie du 5e degré et de jouer ensuite plus doux les mesures suivantes du 1er degré. C'est plus subtil aussi d'accentuer les notes de la mélodie sur un temps fort lorsqu'elles sont étrangères à l'harmonie, jouer en même temps, et de déposer ensuite la résolution sur les temps faibles de la mesure. Dans tous les cas, on parle de notions théoriques ou d'écriture qui influencent notre façon de jouer. Une séquence plus centrée sur l'élève pour développer la compréhension d'un tel type de connaissance pourrait ressembler à ceci. D'abord, l'identification dans la partition. Est-ce qu'on peut faire chercher la nouveauté dans la partition? Demandez à l'élève, remarques-tu quelque chose de nouveau? Quelle est l'harmonie dans cette mesure? Quelle est la note de la mélodie? Est-ce qu'elle fait partie de l'harmonie? On le voit ici, on stimule la réflexion de l'élève avant d'amener l'exemple et l'explication. Il est possible aussi que la notion à expliquer fasse appel à des notions déjà acquises auparavant par l'élève. Une autre façon d'amener la nouvelle notion est de demander à l'élève de nous réexpliquer la notion antérieure avant d'amener la nouvelle. C'est justement ce qu'on appelle en pédagogie la réactivation des connaissances antérieures. Ce qui amène l'élève, en fait, ça fait chercher l'élève dans sa mémoire, ça le fait ramener à la surface des informations dans la mémoire à long terme. Par exemple, avant le ritardando, qu'est-ce que ça voulait dire presto ou allegro ou lento? Quand on voit un symbole de crescendo, qu'est-ce qu'on fait? Poser des questions qui vont amener à réfléchir, qui vont amener l'élève à réfléchir sur les notions de tempo pour ensuite introduire le ritardando. Pour l'exemple un peu plus poussé en harmonie, quels sont les principaux degrés d'une gamme? Comment décrirais-tu les termes de consonance ou de dissonance? Donc, encore une fois, des questions qui alignent l'élève vers le sujet qu'on va aborder. Et là arrive mon activité préférée. L'activité, l'outil que je vous invite à toujours garder à portée de main, je dirais même, peu importe le niveau des élèves, de petits bouts de chou de 4 ans à musicien professionnel, le jeu des différences. Ouais, je sais pas, là. Évidemment, avec un musicien professionnel d'une trentaine d'années, on ne fera pas ça comme un jeu enfantin, mais quand même, on va garder le principe du jeu des différences. Le jeu des différences implique de jouer un passage sans et avec la notion, sans rien dire à l'élève d'abord. L'élève doit entendre la différence qu'amène la notion. Donc, évidemment, on va dire à l'élève, je vais te le jouer de 2 façons différentes et tu dois me trouver la différence. Mais on ne dirige pas l'attention de l'élève, du moins au départ. L'élève, si il ou elle trouve la différence, va décrire la différence perçue ensuite dans ses propres mots. Premièrement, je vous garantis que vous n'arrêterez jamais d'être surpris et surprise par les métaphores des élèves. Ces métaphores seront de toute façon toujours plus efficaces que les nôtres puisqu'elles viennent des élèves. L'élève fait alors un lien entre la matière et sa vie. Une autre activité pratiquée, un film vu récemment, une photo vue récemment, vous n'arrêterez jamais d'être surpris. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand l'élève n'a pas perçu la différence?
on reprend en l'exagérant un peu. Et en fait, donc on exagère la différence progressivement jusqu'à ce que l'élève l'aperçoive et on refait ensuite le jeu des différences comme on l'a joué au début, une fois que l'élève a perçu la différence, pour que l'élève perçoive aussi la distinction avec un jeu moins exagéré, donc plus subtil. L'élève peut ensuite imiter nos deux différences, donc jouer à l'instrument, ce qu'on vient de faire des deux façons différentes. On se rappelle ici qu'on n'a toujours pas prononcé les vrais mots associés à la notion. L'élève va jouer, par exemple, la mesure avec un ritardando et sans ritardando, sans qu'on ait même prononcé le mot ritardando. Et pourtant, là, il l'aura entendu, décrit et joué. On reste encore dans les impressions exprimées par l'élève dans ses propres mots. Donc, l'élève imite nos deux façons de jouer, expérimente physiquement ce que la nouvelle notion implique dans le jeu, ou, je dirais, entend le résultat de la notion dans son propre jeu plutôt que dans le nôtre. L'élève peut ensuite raffiner son explication après l'avoir joué, et c'est finalement là qu'on peut arriver avec notre explication. Et là, vous remarquerez que c'est peut-être la 4e ou 5e étape du processus ici, alors que c'est souvent la première dans une approche plus directive. La différence ici, c'est que l'élève va lier nos explications avec des éléments vécus ou entendus quelques secondes auparavant. Et en bonus, on va évidemment inclure les explications, les termes utilisés par l'élève dans notre explication. Donc, utiliser sa métaphore ou son impression au travers de nos propres explications plus théoriques, plus officielles finalement. En commençant par les explications, comme c'est souvent le cas avec une approche plus directive, l'élève doit faire ses liens après avoir entendu des explications qu'il ou elle n'aura pas liées avec rien, ce qui est souvent moins efficace. Et maintenant, on peut appliquer le tout dans le jeu, si c'est applicable. Donc, on rejoue le tout en utilisant les vrais termes et ceux de l'élève. Donc, on reprend l'explication avec la vraie explication cette fois-ci. Et là, on arrive à une étape cruciale. Avant de poursuivre, une petite parenthèse. Cette approche d'enseignement instrumental plus réflexive, donc plus centrée sur l'élève, j'y crois. Je l'utilise depuis des années, je l'adore, je l'enseigne et je la considère assez importante pour qu'elle mérite un épisode complet de mon podcast, en plus de chapeauter en quelque sorte tout le contenu que je diffuse. Cela dit, cette approche peut très bien coexister avec des stratégies d'enseignement plus liées à l'approche maître-élève. L'approche maître-élève, elle fonctionne pour certaines personnes. La preuve, la plupart des musiciens et les musiciennes actifs aujourd'hui l'ont expérimenté dans leur développement. Ça a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné pour vous aussi si vous êtes dans le milieu depuis un certain temps. Par contre, elle ne fonctionne pas avec tout le monde. À preuve, le taux assez impressionnant d'abandon qu'on a en musique instrumentale. Je ne dis pas qu'une approche plus réflexive est la solution à tout, mais il est possible qu'elle fonctionne bien avec certains de vos élèves et peut-être même tous vos élèves. Alors, mon but n'est pas ici de vous convaincre, de convaincre les enseignants et enseignantes qui croient à une approche maître-élève de jeter aux poubelles leurs convictions, mais bien d'avoir en option d'autres stratégies pédagogiques à expérimenter avec vos élèves. En résumé, l'approche plus réflexive, j'y crois, et personnellement, je la crois préférable, mais je suis aussi conscient qu'une approche plus maître-élève fonctionne aussi avec certains types d'élèves, donc combinons les deux dans notre boîte à outils. Que vous soyez convaincu des bienfaits d'une approche plus maître-élève ou que vous soyez très vendu comme moi à une approche plus réflexive, la prochaine étape, je la considère non négociable en matière de pédagogie. La prochaine étape offre 2 options qui, je pense, vont convenir à tout le monde, peu importe vos convictions pédagogiques. Et je l'aime, cette étape, justement parce qu'elle réconcilie, selon moi, les 2 camps, si on peut parler ainsi. C'est quoi? La voici. On doit tout le temps s'assurer de la compréhension de l'élève avant de passer à une autre étape ou une application plus difficile de la notion. Cette étape-là est non négociable. Vérifier
la compréhension, comme je vais vous proposer de le faire, va beaucoup plus loin que la fameuse question « As-tu bien compris ?» L'élève va souvent répondre « Oui » à cette question parce qu'on sait tous que c'est la bonne réponse à la question « As-tu bien compris ?» Et il y a un petit piège possible ici parce qu'il est possible aussi que l'élève ait sincèrement l'impression d'avoir compris alors qu'elle n'a peut-être pas tout bien saisi. L'autre piège vient ironiquement avec l'expérience, selon moi. Quand ça fait longtemps qu'on enseigne, on arrive souvent à devenir très attentif ou attentive au non-verbal de l'élève. On peut parfois avoir l'impression qu'on sent vraiment que l'élève a compris. C'est évident qu'une bonne grimace après notre explication démontre bien que ce n'est pas clair. À l'inverse, et j'adore toujours ces moments-là, un visage qui s'éclaire avec les sourcils qui remontent et la bouche qui ouvre en sourire démontre bien que l'élève vient de saisir quelque chose d'important. Malgré tout, je pense qu'il demeure important de ne pas sauter cette étape en se fiant au non-verbal de l'élève et de mettre en pratique les 2 stratégies que je vais vous proposer pour nous assurer que l'élève a vraiment bien saisi avant de poursuivre. Quels sont nos 2 choix donc pour vérifier la compréhension de l'élève? La première chose, tout simplement, demander à l'élève de nous réexpliquer tout ça dans ses propres mots. Vous pouvez y aller de façon directive du début jusqu'à l'avant-dernière étape finalement, donc présenter la notion, l'expliquer, demander à l'élève de jouer mais ensuite, la dernière étape demeure, peux-tu me réexpliquer dans tes propres mots? Poser la question. Avec les plus jeunes, j'aime bien toujours l'exemple, je suis un extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre et tu dois m'expliquer ce concept. Comment est-ce que tu t'y prendrais? Ou tout simplement, je veux vraiment m'assurer que tu aies bien compris et donc peux-tu me réexpliquer tout ça dans tes propres mots? Si on pose la question directement, donc réexplique-moi ça dans tes propres mots, ça peut être malheureusement parfois perçu comme un test, ce que les gens parfois n'aiment pas, mais je pense que c'est intéressant tout simplement de commencer par, comme prof, je veux vraiment m'assurer que tu as bien compris et donc peux-tu me réexpliquer ça dans tes propres mots? Ce genre de demande est vraiment crucial puisqu'elle nous permet d'entendre comment l'élève a compris la notion. C'est aussi important de porter attention sur ce que l'élève a dit que ce sur que l'élève ne dit pas. L'idée, donc, de faire la demande dans ses propres mots est importante aussi parce que c'est la capacité de l'élève à revenir sur l'apprentissage en utilisant des mots différents des nôtres qui est la meilleure preuve tangible de sa compréhension. L'autre possibilité qui va, je crois, réconcilier les gens, les professeurs, et encore une fois, si ce n'est pas clair, que je respecte, qui vont préférer une approche plus directive, c'est ce qu'on appelle en fait le transfert. Le transfert. C'est une autre donc possibilité pour les enseignants-enseignantes moins confortables avec une approche plus centrée sur l'élève, donc par les questions, qui amène l'élève à nous prouver de façon tangible sa compréhension à travers le jeu instrumental. Cette autre possibilité pour vérifier la compréhension est ce qu'on appelle donc faire un transfert, soit de demander à l'élève d'appliquer la même notion dans un contexte différent de celui qu'on a utilisé pour l'explication. Par exemple, avec les exemples que j'ai donnés plus tôt, faire des ritardando dans une autre pièce, identifier les premiers et cinquièmes degrés dans une pièce dans une autre tonalité, faire des staccato dans une gamme ou une autre pièce qu'il ou elle connaît déjà, prendre quelques accords d'une autre pièce et y ajouter une septième si on a parlé des accords de septième de dominante. Donc, comme pour la réexplication dans ses propres mots, la capacité de l'élève à appliquer la notion dans un autre contexte nous prouve sa compréhension réelle. On vient de voir comment amener quelque chose de nouveau d'une façon stimulante pour l'élève. Maintenant, on peut parler de ce qu'on peut faire quand l'élève fait une erreur d'exécution dans la pièce. Donc, on peut parler d'une erreur soit sur le plan moteur, une erreur de technique ou une erreur de rythme, par exemple. Donc, comme mentionné plus tôt, on peut commencer par ressortir notre meilleur outil qui va s'appliquer ici aussi, le jeu des différences. Okay. Donc, on joue le passage de 2 façons différentes, ces 2 façons-là étant logiquement la bonne façon de jouer et celle avec l'erreur de l'élève. L'élève peut ensuite imiter les 2 possibilités et décrire la différence ressentie ou perçue. Comme on l'a fait pour la séquence précédente, on va dire à l'élève « Je te joue ce passage-là de 2 façons différentes.
tu me dis quelle différence tu remarques. Comme plus tôt, on fait observer l'élève, on lui fait entendre ou voir différentes façons de jouer ou différents résultats sonores en fonction de ce qu'on joue et on veut avoir la perspective de l'élève dans ses propres mots. Encore une fois, ça aide l'élève de devoir formuler sa pensée, d'une part, et d'autre part, ça nous permet, nous comme profs, d'entrer dans la tête de l'élève à travers ses mots, de découvrir donc de notre côté où semble être la notion à corriger dans ce que l'élève pense. On amène ensuite l'explication en ajoutant ce que la correction va permettre à l'élève, donc essentiellement faire voir à l'élève en quoi ça va l'aider. Ça ne devrait pas être trop difficile à faire si l'élève a entendu la différence dans notre exemple, et si il ou elle a perçu la différence dans son propre jeu lors de l'étape où l'élève imitait nos deux façons de jouer. L'élève peut ensuite nous réexpliquer la correction à apporter dans ses propres mots. Une autre étape non négligeable pour solidifier encore plus sa compréhension, ne la sautez pas s'il vous plaît, l'élève refait les deux possibilités ensuite en exagérant l'erreur pour bien la distinguer de la bonne façon de faire. Donc l'élève, non pas nous, l'élève peut se permettre, une fois qu'il ou elle aura compris, de caricaturer son erreur précédente et encore mieux comprendre la nuance entre la bonne et la mauvaise façon de jouer le passage. Ici, on a eu la réexplication de l'élève dans ses propres mots et on peut aussi ajouter la même étape de transfert que dans le segment précédent et refaire le même jeu des différences caricaturées dans une autre pièce ou un autre exercice technique. Les pièges. Passons maintenant aux pièges possibles de ce genre de séquence. Ça fait des années que j'enseigne ceci à mes étudiants et mes étudiantes. Et j'ai pu constater les pièges qui nous guettent lorsqu'on s'initie à ce genre d'approche. Tout ce que j'ai expliqué est bien beau, mais parfois ça coupe court quand l'élève n'a pas la bonne réponse à nos questions, ou encore si l'élève ne voit pas la différence dans notre jeu des différences. Qu'est-ce qu'on fait? Avec les questions, on peut faire ce que j'appelle la progression du questionnement. On ne donne surtout pas la réponse et on reformule la question en donnant chaque fois un indice de plus en plus clair de la bonne réponse, donc dans la question. On continue de ne pas donner la réponse jusqu'à peut-être arriver à une complètement bête et simplette question oui-non, mais l'information qu'on aura acquis dans le processus est très utile. Plus on doit simplifier la question, plus on voit la compréhension réelle de l'élève et probablement une indication claire qu'on doit clairement revenir sur cette notion avant de passer à la suite. Pour ce qui touche un peu le jeu instrumental, dans le fond le jeu instrumental et les erreurs de l'élève, de grâce, n'exagérez pas les erreurs de vos élèves vous-même. Et on fait souvent ça. Je vais t'imiter en exagérant un peu ton erreur. Et on ridiculise ce que l'élève faisait. L'élève a peut-être compris qu'on exagérait, mais l'élève ne sait pas à quel point on a exagéré. Donc, je reviens à ma suggestion précédente. On peut dire simplement « Je te joue ceci de deux façons différentes et tu me dis la différence. » Et là, on peut se permettre d'exagérer puisque l'élève ne se sentira pas visé puisqu'on n'a pas dit que la mauvaise façon, c'était ce que l'élève faisait. Second piège. Le deuxième piège concerne les métaphores. Ces fameuses métaphores, on va en reparler dans le prochain épisode. La recherche de la métaphore parfaite nous amène parfois en terrain glissant pédagogiquement quand elle ne nous mène pas carrément dans le champ avec un élève complètement perdu dans nos élans poétiques. En tant qu'enseignant, je suis capable de trouver 10 métaphores pour une même notion, mais très souvent, l'élève n'aura qu'une seule façon de comprendre mon explication. Donc, pourquoi risquer de donner 5 mauvaises métaphores avant de trouver celle qui convient à l'élève? Mieux vaut, et de loin, je pense, faire en sorte que la métaphore vienne de l'élève, en lien avec sa vie. Attention par contre, si vous avez 25 élèves, c'est à vous que reviendra la responsabilité de retenir 25 métaphores différentes. Troisième piège. Le troisième piège principal, je l'ai évoqué plus haut, c'est de se fier au non-verbal de l'élève. Les oui-oui de la tête pendant qu'on parle, l'élève qui réussit quelque chose en jouant, mais sans qu'on ait la preuve que ce serait possible dans une autre pièce ou dans un autre contexte.
Et je vous dis, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne et je continue d'être surpris et toujours émerveillé par les réponses de mes élèves à mes questions ou les métaphores qu'ils trouvent. En conclusion, je suis parfaitement d'accord avec vous que tout ceci prend un peu plus de temps qu'une approche plus directive, mais je continue d'y croire fermement puisque ça respecte le rythme et la capacité d'apprentissage de l'élève en même temps que ça nous informe de ce qui se passe dans sa tête. Donc oui, c'est plus long, mais je préfère que mes élèves partent pour une semaine de travail autonome avec 2 ou 3 notions parfaitement claires dans leur tête que 5 ou 6 notions moins claires. Quand on se rend compte 3 semaines plus tard que l'élève n'a pas compris quelque chose et qu'on doit reprendre tout du début et défaire des apprentissages parfois, je crois que la perte de temps est plus grande que celle d'une approche comme celle dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le dernier argument que j'apporterai est plus personnel, mais je ne me souviens pas d'avoir regardé ma montre en ayant hâte qu'un cours finisse depuis des années avec cette approche. Les surprises, les conversations que ça implique, les liens que font nos élèves, les découvertes qu'ils nous amènent ensuite par eux-mêmes parce qu'on a valorisé leur opinion pendant les leçons, tout ça rend l'enseignement tellement plus intéressant. Si j'étais parfaitement pédagogique, je vous demanderais maintenant de me réexpliquer dans vos propres mots ce que vous avez compris de cet épisode. Je n'ai même pas accès à vos oui-oui de la tête et ce serait vraiment bizarre de vous dire que je sens votre compréhension alors que je me parle en ce moment tout seul dans un studio en Australie. J'espère quand même que ceci vous aura outillé pour expérimenter certaines nouvelles stratégies pédagogiques ou encore peut-être convaincu de continuer à le faire si vous le faites déjà. Je termine en disant mon gros merci traditionnel à mon grand ami Jean-Sébastien Potvin de Vanti Productions pour la post-production de ce podcast. Je vous dis donc bon travail et prenez soin de vous.